Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour aller voir comment trouver de bons rendements sur la DeFi. Il y a des outils qui vont nous mâcher grandement le travail. Déjà, je vais commencer par la blockchain Base parce qu'il y a un truc que je vais changer. J'hésite encore peut-être un petit peu à le changer, mais pour l'instant, je suis parti là-dessus. C'est que j'avais commencé une stratégie du côté de Moonwell et j'ai mal calculé le rendement sur cette stratégie parce que j'ai mal interprété le rendement. Ça, c'est un truc qui est important aussi, c'est de comprendre les rendements qu'on voit sur la DeFi parce que des fois, on a des 80% d'intérêt, mais il y a la moitié des intérêts qui sont dans une crypto qui va être bloquée ou quoi que ce soit. Donc, c'est un petit peu tout ce qu'on va voir sur ce live. Il y a pas mal de choses auxquelles il faut être au courant. Donc là, je suis sur la blockchain Base. Je vais aller sur l'onglet Markets pour voir un petit peu tout ce qu'on peut déposer, tout ce qu'on peut emprunter. Et en fait, c'est sur ça que je me suis fait avoir. Quand je regarde le CB Ethereum, je vois que je peux en déposer et avoir 7,7% d'intérêt dessus et en emprunter à 0,8%. Sauf qu'il y a un truc qui est inclus dans les 7% d'intérêt, c'est le rendement du CB Ethereum. Donc ça, c'est normal. Quand on a du CB Ethereum, en fait, c'est de l'Ether staké, donc on a ce rendement-là. Mais ce rendement, il existe que si de base on avait de l'Ether. Si de base on avait déjà de l'Ether staké, entre guillemets, on n'a pas le rendement à nouveau du staking. Donc en fait, j'ai mal calculé le rendement parce que je voulais calculer le rendement sur le CB Ethereum et pas sur l'Ethereum. Et du coup, il aurait fallu que je retire ces 3% de rendement. Donc la boucle n'est pas aussi intéressante que ce que j'imaginais. Surtout qu'on est payé dans plusieurs cryptos, on est payé en USDC, en token well. Et du coup, bon, j'ai quand même mis combien déjà 0,5 CB Ether. Donc ça devait être quoi, 0,6 Ether à peu près, je sais plus, je crois qu'on peut retrouver sur mes transactions. Donc je sais pas si je les laisse plus longtemps sur la strat parce que si je bouge d'une stratégie à une autre, je vais faire des transactions, je vais payer des frais et c'est pas forcément intéressant de rebondir tout le temps. Non, je pense que je vais être plus prudent, enfin pas, c'est pas forcément de la prudence, mais je vais être plus, je vais faire un peu plus attention aux frais et je vais attendre 2024 ou vraiment la fin de l'année pour déboucler cette position. Elle est toujours rentable, donc j'ai pas spécialement d'intérêt à la retirer, mais je suis un petit peu frustré parce que j'ai trouvé une strat qui est beaucoup mieux sur la blockchain Base, et bon, on va commencer par ça, c'est sur le protocole Seamless. Et il y a beaucoup de liquidités, franchement j'ai l'impression qu'il est sorti de nulle part, et il y a 80 millions de dollars de liquidités. Ça me rappelle un petit peu Aérodrome, dès que le protocole s'était lancé, il y a plein de monde qui a été dessus. Oh, d'ailleurs... Ah bah finalement j'ai rien dit, je vais bouger mes CB Ethereum. Hein. Parce que je pensais que je devais convertir mes CB Ether en Ethereum pour aller sur Seamless. Mais en fait il y a de la place sur le CB Ethereum. Bon, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi il y a de la place, etc. ce que c'est. Donc Seamless, c'est un protocole de prêt d'emprunt. Vu le protocole, vous vous doutez de quoi c'est forqué, hein, ils ont repris le code d'AAV. Et pour l'instant j'étais embêté. Je pouvais pas déposer mes CB Ether ici parce qu'il y a un plafond. Le plafond il est de 800 CB Ethereum et comme il était plein, comme il y a tout le monde qui avait déposé des CB Ether, je pouvais pas bouger les miens. Là maintenant, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, je vais bouger mes CB Ether. Ouais, je vous ai dit que ça servait à rien de les bouger tout le temps, etc. parce qu'avec les frais de transaction, vous allez vous faire bouffer. Mais je suis payé à 30% dans le token maison en déposant des cryptos dessus. J'ai fait mon minimum de recherche sur le protocole, je suis à peu près sûr que je vais pas foutre mes sous sur un scam. Donc... normalement, ça devrait aller pour moi. Par contre, il y a un truc duquel je suis conscient plutôt, c'est que le token, bon déjà il doit être assez inflationniste pour l'instant, et surtout il est ultra capitalisé. On est sur un niveau JITO, pour vous donner une petite idée. JITO c'est un alt qui a été airdroppé il y a pas longtemps, qui était beaucoup trop capitalisé, et qui l'est encore je trouve, mais je vais vous dire ce que j'entends par trop capitalisé. On va aller sur CoinGecko. Et pour l'instant, il n'y a même pas l'info du nombre de tokens en circulation, mais je pense qu'on peut retrouver ça sur Basecamp. Mais au total, il y aura 100 millions de tokens. Et du coup, la FDV, la valeur totale qu'auraient tous les tokens s'ils étaient en circulation, c'est quasiment 1 milliard. Et c'était même plus d'1 milliard il n'y a pas si longtemps, parce qu'il était à plus de 10 dollars il y a quelques jours. Du coup, attendez, je suis en train de réhésiter maintenant, parce qu'il va peut-être dumper. J'arrête pas de changer d'idée. Et merci pour les 2 follow. J'ai vu c'était Hit9 et Holkin. Là du coup finalement je sais pas si je bouge mes CB Ether. Parce que imaginez je pose mes CB Ether et je reste un mois ou 2. Imaginez le token il se fait un moins 90%. En fait c'est pas comme si j'avais eu 30% d'intérêt, c'est comme si j'avais eu 3% d'intérêt. Donc au final ça a l'air magique ce 30% machin truc. Et en plus qui m'a devancé?
C'est qui là? C'est qui sur le live? Il n'y a plus de place pour déposer les CB Ether. Il restait quelques CB Ether qu'on pouvait déposer. Et là, ça y est. Ça y est, il y a déjà quelqu'un qui a posé 6 Ethers. Vous faites chier, hein. De toute façon, ça m'aurait pris trop de temps parce que sur Moonwell, mes CB Ether, ils sont déposés, j'ai fait une boucle avec. Donc ça aurait été galère de les récupérer. Putain, mais même si je voulais les bouger, de toute façon, j'aurais pas pu. Bon bah voilà, je reviens encore une fois sur ce que j'ai dit. Finalement, je bouge pas ma stratégie. Néanmoins, si vous avez de l'Ether, si vous avez des USDC sur Base, ça c'est un truc qui est plutôt intéressant. Vous avez quand même 16 ou 20% d'intérêt sur un shitcoin. Enfin, shitcoin, c'est relatif. Mais ça, je le savais déjà. Je l'avais déjà de côté. Comment je peux tomber sur ce genre de protocole si je les connais pas? On va évidemment passer par le site qui est incontournable, hein, DeFi Llama. Donc sur DeFi Llama, on a une section Yields, on a la section Pool. En fait, c'est ici qu'on va surtout aller, hein, dans 99% des cas, parce que on peut faire beaucoup de choses ici. Après, je sais pas pourquoi, c'est très bizarre. Vous voyez, on a un truc Pool et on a un truc Stablecoin Pool. Stablecoin Pools, pardon. Donc on se dit que dans le truc Stablecoin Pool, on a tous les trucs autour des stablecoins, c'est trop bien. Mais si je viens sur l'onglet Pool tout court, j'ai moyen de mettre des filtres et je peux mettre que les pools avec des stablecoins. Sauf que quand je fais comme ça, avec le filtre, j'obtiens plus de résultats. Là, il y a 1428 pools traqués et sur le truc dédié aux stablecoins, il y en a 1295. J'ai jamais compris pourquoi ils avaient fait 2 filtres entre guillemets de stablecoin. C'est un peu con. Mais du coup, c'est pas très intéressant d'aller dans la plupart des autres catégories. C'est mieux de rester dans l'onglet Pool directement. C'est pas grave, on reste dans l'onglet Pool et là on peut ajouter des filtres, hein. Souvent, on va regarder avec des stablecoins parce qu'il y a beaucoup de gens qui font de la DeFi avec des stablecoins. On va trier par APY et là on a un problème. Il y a plusieurs problèmes qui vont se poser. Des fois, DeFi Llama il est un peu con. Et il y a certaines cryptos qui l'identifient comme des stablecoins. Sauf que c'en est pas. Je sais pas ce que c'est le HYDT. Je suis pas sûr à 100% que ce soit un stablecoin. Pareil, on va retrouver plein de strats à la con avec quasiment aucune TVL. Genre là, il y a 10 000 $, 10 000 $ par-ci, 12 000 par là, 15 000 par là. J'ai pas envie de voir tous les trucs où il y a quasiment rien de déposé. Ça pue et ça se trouve, c'est des strats qui vont pas durer. Donc, on peut mettre un minimum de TVL. Voilà, on peut mettre 100 000 par exemple ou 1 million. 1 million, c'est bien. Généralement, on est quand même sur des protocoles où, je vais pas dire safe, mais s'il y a quand même 1 million dessus, c'est ma petite barrière psychologique. Je me dis, ok, ça pue moins qu'un protocole qui a moins d'1 million. Un truc qui est intéressant aussi à voir, c'est que là, on voit l'APY théorique du moment, mais on voit aussi la moyenne sur 30 jours sur DeFi Llama, et ça, c'est plutôt intéressant. Bon alors, si ça parle sur le chat, vous la verrez peut-être pas trop, la moyenne sur 30 jours, mais elle est là. Et du coup, souvent, on a des cas comme ça. Vous voyez, le tout premier rendement ici, il est à 160%, mais sur 30 jours, en moyenne, il est à 14%. Pourquoi il est monté d'un coup? Ça, j'en sais rien. Ça peut avoir plusieurs raisons. Soit il y a beaucoup de liquidités qui sont sorties du protocole, et du coup, il y a moins de gens qui se partagent les mêmes récompenses. Du coup, tout le monde a une plus grosse part de gâteau. Soit il y a des nouvelles récompenses qui ont été ajoutées. Des fois, pour attirer des liquidités, il y a des protocoles qui injectent des récompenses, des émissions de tokens pour attirer les gens. Il n'y a pas qu'une raison pour l'expliquer. Des fois, ça peut être aussi le volume. Parce qu'on va retrouver des trucs comme Uniswap, etc. Et Uniswap, plus il y a de volume, plus il y a de frais. Plus il y a de frais, plus les rendements sont élevés. Donc c'est bien de regarder cette moyenne. Je crois qu'il y a moyen de mettre une moyenne sur... je crois qu'il y a moyen de changer la durée de cette moyenne. Mais je sais plus où ce serait. Ah voilà, c'est là. On peut rajouter des colonnes. Et il me semble qu'il y avait la moyenne sur 7 jours. Je crois que c'est ça. Ah, bah, ça n'a pas l'air d'être très concluant. Il y a quelques trucs qui sont repérables avec cette moyenne sur 7 jours, mais il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas toutes les poules qui ont ce filtre. Donc j'ai rien dit. C'est surtout sur 30 jours qu'on va voir la moyenne. Ça, c'était pas très intéressant. Il y a moyen de rajouter certains filtres, mais honnêtement, la plupart, ils vont pas être intéressants pour le commun des mortels. Ah oui, c'est vrai, j'oublie tout le temps ce filtre $1 million.
C'est vrai. Bon, après, on va dire qu'avec le filtre de TVL, tu peux être plus modulable. Tu peux mettre 2 millions, tu peux mettre 1,5 million, tu peux mettre 1 million et 1 dollar. Mais c'est vrai, j'avais oublié qu'il y avait ce filtre. Où est-ce que j'en étais dans mon histoire? Oui, là, on a vu le filtre stablecoin, on a vu le filtre TVL. C'est vraiment la base de la base pour commencer. Après, généralement, moi, j'ai tendance à mettre le filtre APY. Je clique sur le petit APY ici, ça me sort les plus gros rendements. Mais comme je suis, entre guillemets, habitué de la DeFi, je vois le protocole, je vois la pool de liquidité, je devine en un clin d'œil si ça va me plaire ou pas. Là, je vois que les grosses pools, entre guillemets, les pools qui ont les meilleurs rendements, elles sont du côté d'Ethereum. Je sais d'avance que ça va pas me plaire. Donc, je peux tout simplement retirer les pools sur Ethereum. Parce que je suis pas une baleine, j'ai pas 15 milliards d'Ether à payer en frais de transaction, donc ça sert à rien que je vois les pools sur Ethereum. Bon, là, je vois qu'il y a des pools sur Cardano. J'utilise pas Cardano, donc je pourrais retirer Cardano aussi. Mais il y a plus de 70 blockchains qui sont traqués. C'est peut-être un peu long de retirer chaque blockchain qui m'intéresse pas. Donc, je peux faire l'inverse. Je peux retirer toutes les blockchains d'un coup. Bon, là c'est radical. Hein. Là, il n'y a pas de rendement du tout. Mais je peux ensuite en ajouter manuellement. Genre Arbitrum, Solana, Avalanche. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre? Polygon. Et allez, un petit dernier, Optimism. Le petit souci de DeFi Lama, c'est que c'est limité. Alors, vous allez me dire, oui, c'est limité, mais il y a quand même 70 blockchains, etc. Oui, il y a 70 blockchains, mais attendez, je vais tout retirer et je vais mettre une blockchain au pif. Par exemple, Sui, parce que j'ai parlé de Sui il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a 2 pools de liquidités qui sortent. C'est pas un choix non plus pharaonique. Et je suis à peu près sûr que sur la blockchain Sui, je peux faire plus de 2 choses avec des stablecoins. Je connais un minimum l'écosystème. Je pense qu'on peut faire plus de choses que ça. Bon, peut-être que j'ai pas eu de chance, j'ai choisi la mauvaise blockchain. On va en mettre une autre, il y a pas de problème. On va mettre Métis, pourquoi pas. Sur Métis, on a aussi 2 pools de liquidité. Alors, je l'ai vraiment pas fait exprès d'en avoir 2 tout pile à chaque fois. Donc, on va en mettre un autre encore, une autre blockchain. Phantom. Une blockchain sur Phantom. Une pool de liquidité. C'est pas ouf. Bon. Allez, un dernier, Starknet. Là ça en a même pas ajouté, donc il traque rien sur Starknet. Merci Michael 10 ou Michael, peu importe. Voilà, vous avez compris l'idée un petit peu, c'est que ce filtre à blockchain, il est bien, mais ça marche surtout pour les blockchains qui sont très suivies, on va dire, par DeFi Lama. Donc celles qui sont dans le haut du panier, généralement vous n'allez pas galérer. Hein. Si je mets Arbitrum, voilà. On a de quoi faire en termes de pool de liquidité, il y a des protocoles que vous ne connaissez sûrement pas, il y a de quoi faire. Si on rajoute en plus de ça 2-3 blockchains genre BSC, Avalanche, Polygon, bon là on commence à obtenir une liste qui est sympathique, on commence à avoir de quoi faire, mais comment on fait pour certains écosystèmes? Ça on ira voir un petit peu. Va falloir mettre un petit peu plus la main dans le cambouis, mais toujours en restant sur DeFi Lama, il y a moyen de trouver des choses intéressantes. Donc ça, c'est vraiment l'outil de base, la DeFi Lama Yields, et d'ailleurs, je vais vous le foutre dans le chat, comme ça, vous pourrez le mettre dans vos favoris, ça peut servir. Tout farmer qui se respecte a déjà utilisé cet outil. Maintenant, à force, moi, je l'utilise de moins en moins parce que j'ai tendance à savoir d'instinct sur quel protocole je vais aller, mais ça, c'est parce que je suis un psychopathe et parce que je passe beaucoup trop de temps sur la DeFi. Le commun des mortels ne sait pas que en ce moment il y a 20% d'intérêt sur Extra Finance. Moi je le sais. D'ailleurs, est-ce que c'est suivi Extra Finance? Je vais tout retirer sauf Optimism. Il est où Optimism? Tac. Alors. Extra. Ah, il y a Extra Finance, mais ça c'est le farming avec levier. Ça m'intéresse pas. Ah, donc c'est même pas suivi. Vous voyez, il y a certains protocoles qui sont pas suivis ou qui sont suivis partiellement, parce que Extra Finance, il y a peut-être pas 1 million de dollars, c'est peut-être ça le problème, si je mets un 0 en moins. Tac, peut-être que là je vais retrouver, voilà c'est pour ça, mon fil de TVL il m'a embêté. Ah mais non pareil, c'est pas cette pool là à laquelle je pense. Est-ce qu'il y a la pool à laquelle je pense? Non. Donc ça confirme ce que je dis. Il y a certains trucs qui sont pas suivis à 100%. Et du coup, si je vais manuellement sur Extra Finance, du côté de la blockchain Optimism, mais je suis à peu près sûr que du côté de Base c'est pareil, vous voyez, on a quasiment 20% d'intérêt en ce moment sur des stablecoins. Ça, je le sais juste parce que j'ai été faire un tour sur Extra Finance il y a pas longtemps. Base, on a plus de 20% sur l'USDBC et quasiment 20% sur cette pool. Parce qu'on a vu les stablecoins, mais il y a un autre filtre en fait qui est très intéressant et que j'aurais dû aussi
expliqué, c'est le filtre No Impermanent Loss. Lui, il est sympa pour tous les gens qui vont farmer sur de l'Ether, sur du BTC, sur du Matic ou d'autres grosses cryptos comme ça, parce que vous allez avoir que des pools où il n'y a pas d'impermanent loss. Ça va être que des pools qui vont être exposés à la volatilité d'un seul actif. Donc s'il y a la volatilité d'un seul actif, il n'y a pas d'impermanent loss. Impermanent loss, c'est un phénomène qui va se produire sur les pools de liquidité quand on va mettre deux cryptos qui sont volatiles entre elles. Typiquement de l'Ether et du Bitcoin, ou pourquoi pas du Matic et un stablecoin. Vous avez compris l'idée. Les deux cryptos, elles suivent pas le même cours, elles sont volatiles entre elles. Et là, si je rajoute dans le champ de recherche BTC par exemple, boum, j'ai tous les trucs avec BTC. Alors, il y a un petit détail aussi, c'est que DeFi Lama, il est un peu con. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Je suis pas sympa avec DeFi Lama, mais d'un côté, il est un peu con. Si je veux voir les rendements sur le token Optimism, le OP, son ticker c'est OP. Le souci c'est qu'il y a plein d'autres cryptos dont le ticker c'est OP quelque chose d'autre. Du coup, si je cherche des trucs sur Optimism, je vais être pollué par plein de pools qui n'ont rien à voir. Vous voyez là, copy staking, je sais pas ce que c'est. Et en plus, il y a 5 millions de TVL, donc même si je mets mon filtre de TVL, je vais voir cette pool. C'est peut-être pas le pire exemple du côté d'OP, mais vous voyez qu'il y a des trucs qui ont rien à voir avec le token Optimism. Et d'ailleurs, en fait, il y a des pools de stablecoin, donc je m'en fous en fait des pools de stablecoin. Et ça, c'est un truc que je comprends pas du côté de DeFi Lama, c'est qu'il identifie bien que c'est le token OP que je veux voir, mais il me sélectionne toutes les pools où il y a le terme OP dedans. Et ça, c'est dommage. Ça aurait été bien qu'il puisse identifier que les pools où il y a que OP et il n'y a rien d'autre. Après, je sais pas si on peut... si manuellement on peut retirer tous les OP machin truc. Genre je peux retirer OP USDCE. D'ailleurs ça n'a pas l'air de marcher parce que j'en vois encore. Mais bon. Ça n'a pas l'air de marcher de faire comme ça. Vous avez compris l'idée. L'eau retire OP et remets-le en cliquant sur exact à droite. Ah. Je suis juste con alors. Merci code 34. En plus, le pire, c'est que j'ai cliqué sur include, exclude et j'ai jamais pensé à exact. Ah je suis juste pas intelligent finalement. Bon, c'est pas grave. C'est qu'un détail. C'était pour voir si vous suivez en fait. C'était pour voir si le chat était actif. Voilà, moi je suis juste un professeur et je vois si les élèves... C'est bien code 34. Les autres par contre, mauvaise note. Hein. Honnêtement, vous avez pas fait attention. Et pourtant j'ai fait exprès de cliquer sur include, exclude. Bon, c'est pas grave. Vous avez le droit de dire que je suis bête à la maison, c'est pas grave. Et du coup ça marche bien si on cherche les rendements sur une crypto en particulier. D'ailleurs, on peut même chercher des rendements sur plusieurs cryptos en particulier. Après j'ai pas essayé avec le filtre exact si ça marche bien. Parce que du coup, si je mets exact Ethereum par exemple, et que je rajoute, allez. Ah, il doit déjà être dessus, c'est ça? Bref. Que je rajoute Bitcoin exact. Oula, ça a pas l'air de... Ah si, ça marche, j'ai des trucs sur Bitcoin et Ethereum. Voilà, on peut aussi chercher sur plusieurs cryptos en même temps. Si vous avez du BTC, de l'Ether dans votre portefeuille, ça peut marcher. Maintenant, si vous avez des cryptos qui sont plus obscurs, on va dire, qui sont plus loin dans le classement... vous n'êtes pas garanti de trouver des trucs, hein. Même si je cherche un truc qui est quand même bien capitalisé, le link. Hop, je voyais pas mon clavier à cause de mon micro. Oh là 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 là, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai mis plein de filtres. Je vais recharger la page, j'ai l'air d'avoir fait des bêtises. Donc je disais, si je cherche des trucs avec le link, il y a quand même des résultats avec le link. J'ai été médisant. Bon, on va chercher une autre crypto alors, une autre crypto du top 100. Peut-être le token d'Arbitrum. Le token d'Arbitrum, vous voyez, il n'y a pas tant de trucs que ça à faire. Hein. Il connaît que 11 pools de liquidité, où il n'y a pas d'impermanent loss. Donc c'est là, vous voyez qu'on reste quand même dans une crypto qui est assez, qui est propre à la DeFi, et pourtant on trouve pas tant de trucs que ça. Alors vous imaginez même pas sur des trucs comme du Dogecoin. Hein. Ah merde. Ah non, attendez, c'est parce qu'il y a encore le Arbitrum. Voilà, Dogecoin, il y a 3 pools, hein, et il y en a aussi sur du Baby Doge. Voilà, donc on est vite limité sur certaines cryptos. Soit c'est parce que elles sont juste pas représentées sur la DeFi, ça arrive hein, malheureusement que certaines cryptos soient pas dispo plus que ça sur la DeFi, ou alors c'est que quelques pools de liquidité. Soit c'est juste que DeFi Lama les répertorie pas, et c'est pas grave, hein, DeFi Lama peut pas tout répertorier. Donc comment je m'y prends
Sur certaines blockchains, je vais prendre Sui, je vais prendre Aptos, je vais prendre... dans Solana, je crois que ça marche plutôt bien. Donc je vais surtout prendre Sui et Aptos. Comment je me débrouille pour trouver de bons rendements sur ces écosystèmes alors qu'il n'y a rien de traqué sur DeFi Lama? Va falloir y aller un petit peu plus manuellement. Sur DeFi Lama, quand on arrive sur le site, on arrive sur cette page. Et d'ailleurs, je vais faire un petit point là-dessus, ça n'a rien à voir avec le thème, mais c'est quand même important. Moi, j'ai pas la même TVL que vous si vous allez sur DeFi Lama. What the fuck, pourquoi il y a 81 milliards de TVL sur ton graphique, moi j'ai 50 et des poussières? C'est parce que j'ai mis le filtre du liquid staking. Je trouve ça un petit peu absurde de pas le comptabiliser dans la DeFi. Alors oui, ça fait un peu doublon parce que si j'ai du ST Ethereum et que je vais le mettre sur Uniswap, il est potentiellement compté 2 fois sur le classement, mais je suis pas sûr à 100% que ce soit compté 2 fois, faut vérifier si c'est bien le cas. Mais il y a beaucoup de ST Ethereum qui sont pas déposés sur la DeFi en fait. Il y en a assez peu, on peut le voir. Hein. Je vais me mettre sur l'onglet blockchain, vous allez voir un truc. Du côté de Solana, là avec mon filtre liquid staking, il y a 2 milliards de TVL. Maintenant, c'est pas là. Je vais retirer mon filtre de liquid staking. On est où? Il y a 1 milliard. Donc la moitié de la TVL de Solana, c'est du Solana staké en fait. Et c'est pour ça que je trouve que c'est important de mettre le liquid staking dans les filtres, c'est pour ça que je le mets, enfin que j'ai commencé à le mettre depuis peu de temps, parce que j'utilise beaucoup le liquid staking, et c'est de plus en plus populaire on va dire, donc je trouve ça un petit peu absurde de le masquer, même si je comprends l'idée de DeFi Lama, ça peut être compté double, mais il y a une grosse partie quand même des tokens de liquid staking qui sont juste détenus sur des portefeuilles, donc a priori... ça fait pas vraiment doublon. Voilà, ça c'est un petit détail, mais je trouvais ça assez important. Donc si jamais vous voyez des valeurs de TVL ou quoi que ce soit qui sont élevées, c'est normal, c'est parce que j'ai mis le filtre de TVL. Donc là c'est très bien, je suis sur la page d'accueil de DeFi Lama. Ici je peux voir la TVL globale de la DeFi, je peux voir les protocoles, etc. Et je peux trier par blockchain. Je peux voir tous les trucs sur Polygon par exemple. Plutôt sympathique de voir tous les protocoles sur Polygon, mais je peux voir, voilà, vous voyez venir, tous les protocoles sur Sui par exemple. Et c'est là que les recherches commencent. Quand il y a un écosystème qui n'est pas bien traqué dans l'onglet Yields sur DeFi Lama, je vois les protocoles qui listent et je vais voir les principaux protocoles. Alors, il y en a où je passe assez vite, des fois je regarde juste la catégorie. Voilà, typiquement Aedal, c'est du liquid staking. Si j'ai pas envie de faire de liquid staking, je vais pas voir ce qu'il y a dessus et un point c'est tout. D'ailleurs, le liquid staking a explosé depuis ma vidéo sur Sui. Je me souviens qu'il y avait 300 000 balles de liquidité sur Aedal et sur Volo. Hein. Là, il y a plusieurs millions. Donc si ça se trouve, il y a des choses intéressantes à faire parce que généralement les gens ils apportent pas de la liquidité sur un protocole pour rien. Surtout que Sui est connu pour ça, enfin en tout cas je connais bien l'écosystème Sui pour ça. Il y a des incentives, des récompenses de fous furieux sur tout l'écosystème. Il y a des tokens Sui qui sont distribués par millions, littéralement. Ça attire les farmers, moi le premier. Donc si ça a monté du côté du liquid staking, c'est qu'il y a peut-être quelque chose. Je vais pas vous mentir que je suis curieux, je vais aller voir s'il y a quelque chose. Mais je vais commencer généralement par les protocoles de lending, parce que j'aime bien voir s'il y a des bons protocoles de lending. C'est personnel, mais j'ai l'impression quand même que quand sur un écosystème, il y a des gros protocoles de lending, je vais pas dire qu'il y a du potentiel sur cet écosystème, mais en tout cas, ils méritent le coup d'œil. S'il n'y a pas de gros protocole de lending, ça veut pas dire que la blockchain elle est pas bien ou quoi que ce soit, mais c'est quand même une pierre centrale d'une blockchain DeFi. C'est très important les protocoles de lending. Il y a beaucoup de stratégies qui reposent sur ces protocoles. Donc, je vais pas aller sur Scalop parce que je sais pas pourquoi sur ce navigateur il a tendance à bugger et à pas m'afficher les rendements. J'ai aucune idée de pourquoi. Donc je vais aller sur Navi. Je sais que sur Navi il y aura pas de souci. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire en ce moment de beau sur Navi? Je peux déposer des Sui avec 17% d'intérêt, des stablecoins avec 14 ou 23% d'intérêt sur l'USDC, et quand je me mets sur le rendement, je vois qu'on est payé à 20% en Sui. C'est exactement ce que je vous disais, je fais pas la promotion ou quoi que ce soit de la blockchain, mais s'il y a des gens qui farment pas mal sur la DeFi, honnêtement, la blockchain Sui, ça fait plusieurs mois que j'en parle, ça fait plusieurs mois qu'il y a ces incentives de malade, ça va s'arrêter un jour, Ils peuvent pas imprimer des Sui comme ça à l'infini.
Mais honnêtement, ils payent bien les salauds. Et il n'y a pas des petites liquidités, hein. C'est pas un protocole où il y a 20 000 $, hein. Il y a 16 millions d'USDC, il y a 11 millions de SUI, et le pire, c'est que le token, il dump pas en fait. Il est plutôt même pas stable, il est un peu volatile, mais franchement, il se prend pas des moins 50 tous les jours, donc c'est assez incroyable. Alors là, sur Navi, il n'y a même pas besoin d'aller s'emmerder à aller faire des strats à base d'emprunt ou quoi que ce soit, parce que déjà, juste déposer, c'est pas mal. Mais d'ailleurs, tant qu'on y est, hein, sur la blockchain SUI, j'avais fait une vidéo sur le sujet. Navi, c'était un des protocoles qui était dans cette vidéo, parce que sur SUI, il y a plein de protocoles qui n'ont pas de token. Et forcément, s'il y a un truc qui n'a pas de token, ça veut pas dire qu'ils vont faire un airdrop ou même qu'ils vont en lancer un, mais on peut spéculer là-dessus. Et du coup, j'avais fait une vidéo il y a 2 semaines à peu près là-dessus, donc n'hésitez pas. Ensuite, après ça, si le protocole de lending me plaît, dans le sens où il y a des liquidités, il y a des gens qui ont l'air de l'utiliser, je vais explorer un petit peu plus l'écosystème. Bon, s'il n'y a pas de protocole de lending ou que je l'ai trouvé pas terrible, je vais quand même regarder 2-3 autres trucs, mais je vais partir avec un mauvais a priori. Mais ça, c'est vraiment la base quand je cherche manuellement des rendements intéressants sur un écosystème sur lequel j'ai envie d'aller et que je connais pas beaucoup, c'est le protocole de prêt d'emprunt. C'est pas forcément pour trouver les rendements dessus, mais s'il y a un protocole de prêt d'emprunt qui marche bien, etc., qui est utilisé, généralement, je sais que je vais pas trop être déçu sur cette blockchain. Ensuite, on pourra aller voir quoi? Le plus gros protocole de la blockchain, donc c'est Cetus. Bon, j'ai cliqué sur DEX au lieu de cliquer sur le nom du protocole, donc forcément, ça m'a pas ouvert ce que je voulais. Du coup, si je vais du côté de Cetus, que je vais dans les pools, on a des trucs qui sont intéressants. Sans surprise, on est encore sous perfusion de tokens SUI. Il y a quasiment 30% d'intérêt sur une pool de stablecoin et il y a 25% en SUI. C'est complètement abusé. Il y a une pool sur du SUI et du SUI staké à 35%. Et vous êtes payé en SUI. Donc, ça veut dire que, que si vous avez déjà du SUI dans votre portefeuille, il y a une strat sympa à faire. Pourquoi j'ai cité que 2 exemples avec des pools qui sont corrélés entre elles, des stablecoins et une crypto et sa version stakée? Parce que Cetus, je sais déjà ce que c'est. C'est un fork d'Uniswap V3. Et le souci, on va dire d'Uniswap V3, c'est que c'est des pools à liquidité concentrée. Et pour les débutants, c'est vraiment pas ce sur quoi il faut aller parce que c'est un minimum complexe. Par contre, pour ce qui est des pools avec des stablecoins, même si c'est des liquidités concentrées ou quoi que ce soit, ça va, parce que c'est des stablecoins, donc a priori, c'est pas trop difficile. D'ailleurs, si vous voulez tester les pools de liquidités concentrées, commencez d'abord par des pools de stablecoin, ensuite éventuellement par des pools avec du liquid staking, et ensuite par des pools volatiles. Si vraiment vous n'avez pas encore touché à des Uniswap V3, des Maverick et compagnie, commencez par des pools simples, même si les rendements ne sont pas forcément incroyables. Croyez-moi, c'est une bonne chose à faire parce que vous lancez directement sur des pools où vous allez avoir des impermanent loss et des permanent loss. On n'en parle pas beaucoup, mais c'est apparu en fait avec les pools de liquidité concentrée. Ça va pas vous faire plaisir. En plus, c'est des termes un petit peu... Il y a l'os dedans, donc on sent que ça va pas faire plaisir. C'est intéressant. Comment ça, c'est intéressant? C'est subjectif, en fait. Mais 30% d'intérêt sur des stablecoins, a priori, c'est plutôt pas mal. Maintenant, quand on clique sur le petit plus pour ajouter des liquidités, voilà, on se rend compte que c'est un protocole de liquidité concentrée. C'est pas tu déposes 50% de la crypto A et 50% de la crypto B. C'est tu dois choisir entre quel prix et quel prix vont s'échanger les cryptos sur la pool. Là, ça m'a mis un truc de base déjà. Et il y a des presets aussi. Je peux mettre un full range. Donc le full range, c'est un petit peu comme les pools classiques 50-50. C'est-à-dire que là, si je dépose 500 USDT, je vais devoir déposer à peu près la même valeur en USDC. Vous voyez, il y a un ratio de 50-50. Ça, c'est en full range. Mais l'intérêt des pools de liquidité concentrés, justement, c'est pas d'utiliser la full range. Et si vous faites ça sur des pools de liquidité concentrés, généralement, ça va servir à rien. Vous allez faire très peu d'intérêt parce que vos liquidités vont être très peu mis à contribution. Parce que le principe, c'est d'échanger que sur certaines fourchettes de prix pour maximiser la liquidité, en fait. Voilà, et je sais pas si ça limite spécialement la volatilité, mais ça limite le slippage. Donc, c'est plutôt cool. Après, je sais que je vous parle avec pas mal de termes qui sont compliqués. Si vous êtes débutant ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Si vous voulez que j'approfondisse certains termes ou quoi que ce soit,
Disons que j'ai certains biais et que du coup il y a certains termes que je vous balance, que je connais, que je prends pas forcément la peine d'expliquer, mais le slippage c'est quoi? Le slippage c'est un décalage de prix. Là je vais déposer sur une pool SUI USDC. Donc a priori, si vous n'êtes pas trop bête, vous comprenez que cette pool, elle va être volatile, parce que l'USDC il reste à 1$ et le SUI, son prix il fluctue. Donc si je dois choisir à quel prix j'échange le SUI, c'est très bien, pour l'instant je vais me mettre entre 50 centimes et 70 centimes par exemple, parce que le SUI il est autour de 60 centimes, là c'est très bien. Là je suis dans la range comme on dit, mes cryptos elles vont pouvoir générer des frais, etc. Ça va bien marcher. Par contre si le SUI il sort de ma fourchette de prix, et bien là ma position elle sera plus active, je vais plus générer de frais, et je vais potentiellement aussi me retrouver dans un scénario qui m'est pas intéressant. J'en sais rien. Si moi j'ai envie d'avoir le SUI, j'y crois par exemple sur le long terme et son prix baisse malheureusement et qui descend en dessous de ma fourchette de prix. Bah là je vais être grave emmerdé s'il descend en dessous de ma fourchette de prix parce que déjà je vais plus générer de frais de transaction et si en plus il descend en dessous de ma fourchette de prix, je vais me retrouver avec des SUI qui valent de moins en moins cher. C'est pour ça que c'est dangereux les pools de liquidité concentrés quand on est débutant parce qu'on va avoir tendance à faire quoi? À se mettre très proche du prix actuel, parce que quand vous êtes proche du prix actuel, c'est comme si vous aviez un effet de levier en fait sur la crypto, et vous allez avoir des rendements qui sont hyper élevés. Et vous allez vous dire, bah ok, si j'ai 300% de rendement, c'est super, je vais gagner plein de sous. Sauf qu'en fait, vous allez aussi très vite sortir de cette fourchette de prix, à moins que vous ayez beaucoup de chance et que le prix du SUI bouge pas, et vous allez vous taper des permanent loss. Permanent loss, ça veut dire que vous allez sortir de la fourchette et vous allez être exposé plus qu'à une des deux cryptos, et ça va toujours être la mauvaise crypto entre guillemets. C'est-à-dire que si le prix du SUI augmente, il va sortir par le haut de la fourchette et vous allez avoir des USDC. Sauf que s'il continue d'augmenter, vos USDC, leur prix va pas bouger et le SUI, son prix va augmenter. Et vous n'allez pas profiter de la hausse. A l'inverse, s'il descend de la fourchette, vous allez vous retrouver qu'avec du SUI et vous allez profiter de toute la baisse avec vos SUI parce que s'il continue de descendre, vous allez garder des SUI et avoir des permanent loss. Si vous n'aviez pas touché à vos cryptos, que vous les aviez gardés dans votre portefeuille, vous auriez eu moins de pertes. Ou plus de gains, ça dépend du point de vue. Mais c'était pas trop le sujet de parler des pools de liquidité concentrée. Je trouve que j'en ai pas si mal parlé, mais vous voyez que c'est pas si magique. Il y a des beaux rendements, il y a des gros rendements autour des pools de liquidité concentrée, mais voilà, typiquement là il y a 171%. Vous n'aurez pas 171% sur la pool. C'est très compliqué d'estimer les rendements que vous aurez. C'est pour ça que je préfère les pools du style V2. Ah d'ailleurs, il y en a sur Aptos du côté de PancakeSwap. C'est que des pools V2. C'est pour ça que je préfère les pools V2 parce que c'est plus prévisible entre guillemets. Mais c'est moins optimal, c'est beaucoup moins efficient pour échanger des liquidités. Je comprends totalement que les protocoles aillent vers des pools de type concentré parce que ça a tendance à rebuter un petit peu les farmers, les gens qui viennent juste pour farmer des tokens. C'est l'idéal, les pools V2, les pools qui sont pas concentrés, parce que c'est beaucoup plus simple, entre guillemets, à gérer. Et comme les pools de liquidité concentrés peuvent rapporter beaucoup d'intérêt si on est bien placé, il n'y a pas besoin spécialement d'émettre des tokens pour récompenser les gens. Juste les frais de transaction sont suffisants dans certains cas. Mais bon, c'est vraiment une science, on va dire, qui est très compliquée. C'est limite comme le trading, en fait. Pour être bon en trading, il faut être trader. Pour être bon en apport de liquidité, sur les pools de liquidité concentrés, c'est limite un métier, en fait. Donc, voilà. C'est une bonne technologie, mais elle est clairement pas faite pour le grand public, je trouve. Ça, c'est mon avis. Peut avoir des avis différents là-dessus, mais après sur des pools de stable ou des pools qui sont corrélés, tout le monde peut les utiliser parce que c'est on va dire c'est simple d'accès. Voilà. Après dans des cas extrêmes de marché, comme quand on a eu l'USDC qui a des pegs, les pools de liquidité concentrés sur certains actifs, à mon avis, ça peut représenter un certain risque parce que y a très peu de gens, il y a des gens qui vont se mettre en full range, bien évidemment, qui vont pouvoir gérer tous les prix sur une pool de liquidité, mais quand on a une pool sur un stablecoin, par exemple, les liquidités, elles vont être très concentrées autour de 1 pour 1, autour de 1 USDT égale 1 USDC. Mais si jamais on a un dépeg de l'USDC, comme c'est arrivé il n'y a pas si longtemps, les pools de ce type, elles ont tendance à vite être vidées
Parce que vous pouvez échanger, tant qu'il y a des liquidités en fait sur une certaine fourchette de prix, vous pouvez y aller, vous pouvez vider littéralement les liquidités. Et ensuite, ça descend vite. Parce que comme tout le monde est autour de 1$, une fois que les liquidités autour de 1$ sont évaporées de la pool de liquidité, ça va descendre super vite. Dans certaines conditions de marché, je pense que les pools de liquidité concentrées, c'est pas le mieux. Tout coexiste en fait. Je pense pas que demain on aura une DeFi avec que des pools de liquidité concentrées. On aura toujours l'ancien modèle, les pools de liquidité concentrées. Et il y en a un troisième modèle aussi, c'est les pools de stable. Les stable swaps, généralement on trouve plein de noms, mais il y a des pools qui sont faites pour les stablecoins, qui ont des mathématiques plus compliquées. On retrouve ça du côté de Curve par exemple, du côté de Balancer aussi, et il y en a sur d'autres protocoles, sur PancakeSwap par exemple, sur certaines blockchains il y a des pools comme ça. Là, on parle pas trop de comment trouver des rendements intéressants. Je vous apporte des connaissances dans ce live. Ça pourra vous servir un jour ou l'autre. Ça, je sais pas si c'est une bonne manière de faire, ou en tout cas, c'est ma manière de faire. Mais j'utilise beaucoup les raccourcis sur la DeFi, sur les cryptos en général. Et ça, c'est un petit conseil aussi, mais moi, j'aime bien utiliser un navigateur dédié aux cryptos. Bon, je pense à Brave typiquement. Il y a Carbon aussi qui existe, qui est plutôt sympa comme navigateur. Vous n'êtes pas obligé de faire ça, d'utiliser un navigateur dédié, mais c'est plutôt intéressant de le faire. Et sur mobile, il n'y a même pas besoin de vous dire d'avoir un navigateur dédié, puisque généralement, vous avez un navigateur dans le sein de votre wallet. Donc, a priori, de ce côté-là, c'est bon. Mais ouais, sur PC, c'est bien d'avoir ça, et j'ai tendance à faire des dossiers par blockchain, et ensuite à foutre tous les protocoles qui m'intéressent dans ce dossier. Voilà. Bon, j'ai un protocole multi-chain où je fous tout en fait, tout ce que je sais pas ranger, ou ce qui est sur plusieurs blockchains. Tac. Voilà. Bon, après, j'ai certains dossiers qui sont pas à jour. Alors, si jamais vous utilisez la blockchain Sui avec une ledger, c'est un enfer. Je pèse mes mots. Donc honnêtement, si vous comptez pas mettre beaucoup sur votre portefeuille, même si vous avez une ledger ou quoi, si vous comptez avoir 100 balles sur Sui ou 200 balles, mettez pas votre ledger dessus, faites un hot wallet, ça va vous simplifier la vie. Je parle de connaissances. J'avais fait un live sur Sui, c'était une catastrophe. Alors, à ce protocole, je vais en parler vite fait parce qu'il est intéressant. ApeX, c'est comme GMX. Vous avez peut-être probablement entendu parler de ce protocole. C'est un protocole où on va avoir des pools de liquidités qui vont servir à apporter des liquidités pour du trading de perpétuel. D'ailleurs, on peut faire ça. Sur ApeX, on peut faire du trading de perpétuel. C'est super. Moi, je ne vais pas y toucher, mais c'est super pour ceux qui veulent en faire. Maintenant, le souci des pools de liquidités, c'est que y a des stablecoins dedans et il y a des cryptos pas stables. Et des fois, on n'a pas envie d'être exposé à certaines cryptos pas stables. Le Sui, par exemple, j'ai pas forcément envie d'y être exposé. Mais là, les salauds, ils me donnent envie d'y aller. Il y a 80% APR. Donc dans le doute, je regarde quand même comment la pool est disposée et elle est craquée. Il y a 10% de Sui dedans et 90% de stablecoin. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si le Sui il bouge de 10%, sur ma pool de liquidité, ça va bouger que d'1%. Donc si le Sui il prend un moins 10%, je vais perdre qu'1%. Si le Sui il prend un moins 50%, je vais perdre que 5%. À l'inverse, s'il monte de 50%, je vais monter que de 5%. Mais le principe ici, en fait, c'est de mettre des stablecoins et de farmer les intérêts. On est payé à 80% en Sui. C'est n'importe quoi. Je vous ai dit de toute façon au début, sur Sui, il y a des intérêts de malade sur tous les protocoles quasiment. Je sais pas combien de temps ça va durer, ça fait déjà plusieurs mois que ça dure, et ce que je trouve fou, c'est que, regardez la TVL sur Sui, elle fait que augmenter. Moi je m'attendais justement à ce que les rendements baissent sur les protocoles. Ils ne baissent pas. Je vous ai parlé de ApeX il y a pas longtemps dans le live sur Sui, le rendement il était à 60%, on est à 86%. Il a augmenté. Alors, forcément on est payé en Sui, donc si le prix du Sui s'apprécie, ça va augmenter le rendement. Mais il a pas bougé, il était à 63 centimes quand j'étais rentré, et là il est à 62 à peu près. Donc normalement le rendement il devrait être plus faible. Oui bon, bah alors c'est parce qu'il y a des gens qui ont retiré des liquidités. Non il y avait déjà 2 millions de déposés dessus. Donc ces zinzins, ils distribuent juste encore plus de tokens. Il y en a encore plus. Bref, tant que je suis sur ce principe de pool de liquidité pour des protocoles de perpétuel,
On a ça aussi sur la blockchain Chronos. Alors en fait, des protocoles comme ça, comme ApeX, comme Fulcrum, comme GMX, on en a sur toutes les blockchains. Alors, qu'est-ce qui est intéressant du côté de Fulcrum? On n'a pas une pool aussi bien que ApeX, elle paye moins bien et elle est plus différente, mais vous allez voir, les deux ont leurs intérêts. En fait, la pool de ApeX, elle est bien parce que c'est essentiellement des stablecoins. Donc quand on veut venir farmer des intérêts, c'est pas mal. Par contre, quand il y aura plus d'intérêts bonus en SUI, il y aura plus... Moi, je pense que je vais sortir du protocole, hein, ça servira à rien. Parce que le protocole génère pas grand-chose en dehors des intérêts en SUI. Du côté de Fulcrum, on a une pool FLP ici. Voilà, ça termine toujours par LP pour Liquidity Provision en anglais, apport de liquidité. Et le F, c'est pour le nom du protocole, Fulcrum. Bref, ça on s'en fout de la nomenclature, c'est pas le principe. Cette pool de liquidité, elle est pas comme sur SUI. Sur SUI, on avait 10% de stable, 90% de pas stable. Là, c'est une sorte d'index, on pourrait dire. On pourrait comparer ça à un panier de devises crypto allégé. Voilà, allégé, sans sucre. Pourquoi je dis allégé? C'est parce qu'il y a un peu de stablecoin dedans. Il y a 42% de stablecoin. Donc ça limite un petit peu la volatilité. Quand on n'est pas trop sûr du marché dans lequel on se situe, ce genre de pool de liquidité, elles sont pas mal en vrai. Parce qu'on a une part de stablecoin, on a une part un peu diversifiée en crypto. Celle de Fulcrum, je la trouve pas mal parce qu'on a 20% de BTC, 21% d'Ether et quelques cryptos du top 100 qui sont répartis en petits morceaux. Voilà, 1% de Litecoin, 1% de Litecoin, 1% de Bitcoin Cash, 3% de Cardano, 3% de Solana, 5% de XRP, et avec ça, ma petite dame, je vous rajoute 4% de Atom. Si vous calculez tous les pourcentages, ça fait 100% au total. Alors, les pourcentages que je lis, c'est les objectifs de la pool de liquidité. Vous voyez que c'est pas trop respecté. Par exemple, il y a trop de Bitcoin et il n'y a pas assez de Litecoin. Ou il n'y a pas assez de Solana. Ça, c'est pas très grave. C'est un détail, mais dans la théorie, c'est censé être réparti comme ça. En fait, quand on s'expose à cette pool, on va être exposé un peu à tout le marché crypto, mais un peu moins, avec une sorte d'effet de levier x 0,6, parce qu'il y a des stablecoins dessus. Donc ça, c'est bien quand on est dans un marché qui est un peu indécis, et on va pouvoir avoir des intérêts qui sont pas mal du tout, puisqu'on est payé à 80% sur le FLP. Et c'est là que mon exemple il est intéressant, c'est qu'il y a il faut comprendre comment fonctionnent certains rendements sur la DeFi. Là, sur ApeX, a priori, il n'y a pas de problème. On a 80% qui sont payés en SUI, il n'y a rien qui est bloqué, donc c'est super. Vous voyez d'ailleurs que ça a réclamé mes SUI quand j'avais retiré des ALP. Donc a priori, il n'y a pas de problème. Mes SUI, ils sont dans mon portefeuille maintenant, je peux aller les utiliser, je peux aller les vendre, acheter un NFT, faire n'importe quoi avec. C'est à moi maintenant. Là, sur Fulcrum, je suis payé à 16% APR en CRO. Bon, c'est pas très étonnant, hein. Le CRO, c'est la blockchain la crypto de la blockchain Chronos, et on est payé à 60% en ESFUL. Alors le FUL, c'est le token de Fulcrum, et pourquoi il y a un ES devant? C'est quoi ce ES? ES, ça veut dire escrowed, je sais pas trop si je l'ai bien prononcé. En gros, c'est des tokens full, FUL, qui vont être bloqués. Vesté, bloqué, peu importe. Bon, bloqué, je pense qu'on comprend bien la nuance. Ça veut dire que pour récupérer les tokens full, il va falloir attendre. Alors ça dépend des protocoles. D'ailleurs, je sais pas combien de temps il faut attendre pour les vester. On va aller voir ça m'a l'air d'être expliqué. Des fois, il y a des protocoles où c'est vesté pendant quelques semaines. Ça peut aller. Il y en a où c'est 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 9 mois, 12 mois, 4 ans. Là, 4 ans, ça devient long. Là, ça devient très long. Pour le coup, a priori, là, c'est bloqué pendant 365 jours. Enfin, c'est plutôt vesté le terme exact, parce que le déblocage, il va se faire de manière linéaire. Il va se faire sur le temps. C'est-à-dire qu'au bout de 365 jours, tous mes tokens FUL, ils vont être débloqués. Mais au tout début, j'aurai peut-être aucun token débloqué, et tous les jours, j'en avoir un petit peu qui se débloque jusqu'aux 365 jours. Des fois, j'en aurai la moitié dès le début, et ensuite, le reste va se débloquer au fil du temps. Des fois, c'est un quart, des fois, c'est 30%, enfin, ça dépend vraiment des protocoles. Et en fait, quand vous êtes payé dans ce genre de crypto, alors on les reconnaît, hein, souvent ça commence par VE ou ça commence par ES, quand vous êtes payé dans des cryptos comme ça qui sont bloqués, c'est très important de ne pas considérer ces rendements, ou alors de les considérer autrement. Par exemple,
Si la moitié était récupérable tout de suite, eh ben, je considère que je fais la moitié des intérêts dessus. Voilà, comme si je peux récupérer la moitié tout de suite des ES-FUL, c'est comme si j'avais 30% de rendement dessus et pas 60. Parce que l'autre moitié, je vais devoir attendre 1 an pour l'avoir. Et en 1 an, il peut se passer des choses. Si ça se trouve, le protocole, il va être hacké. Le protocole, il peut aussi bien se porter, et même très bien. Et peut-être que le token, il va faire un x10 sur 1 an. Et que du coup, les 30% de rendement restants, ils vont devenir 300%. Je pense que vous avez compris un petit peu l'idée. Mais dans le doute, je préfère écarter la partie que je peux pas toucher tout de suite. C'est ma manière d'interpréter ces rendements. Ça marche pas mal en bear market, peut-être qu'en bull run c'est différent et qu'il faut pas les interpréter comme ça, mais au moins on est sûr de ce qu'on a dans un instant T. Voilà, on sait pas ce qui peut se passer sur un protocole, donc quand vous avez une partie de tokens comme ça qui sont bloqués ou quoi que ce soit, faites attention. Donc là sur le papier, si on calcule le rendement, on pourrait se dire il y a 80% d'intérêt, c'est aussi intéressant que d'aller sur 8x, mais en fait, il y en a une partie que je vais pas pouvoir récupérer tout de suite, et ça, c'est pas terrible. Donc, il faut faire attention à ça. On a de plus en plus de protocoles où c'est le cas. Je vais aller sur la blockchain Aptos. Je sais qu'il y a Tala, c'est un des DEX principaux de Aptos. Sur Tala, vous êtes payé en ES Tala, je crois que c'est ES et c'est pas VE dessus. Alors, si je vais dans l'onglet Pool, vous voyez, il y a des pools de liquidité où il y a des petites étoiles comme ça. Et on a par exemple sur la pool mode USDC, on a 30% d'intérêt en THL. Là, c'est des bâtards, je vais le dire clairement. C'est des bâtards parce que c'est pas précisé que c'est des THL qui sont vestés, qui sont bloqués. Quel onglet où on a le vesting? Ça a l'air d'être ici. Et pour les débloquer, je sais plus comment ça marche. Je crois on peut en récupérer un quart tout de suite. Et il faut attendre je sais pas combien de temps pour récupérer le reste. Peut-être un truc comme 6 mois, je sais plus. En tout cas, comme il y a un quart qui est disponible tout de suite, sur la pool où il y a 30% d'intérêt, bah, je vais considérer qu'il n'y a que un quart qui est vraiment distribué. Donc 7,5%. Plus les swap fees. Parce que les swap fees, je les aurai forcément. Donc 7,5 plus 5, ça fait un rendement de 12,5. Est-ce que c'est si intéressant du coup d'aller sur un rendement de 12,5? Peut-être pas. Par contre, si vous croyez à fond dans le token du protocole, vous pouvez considérer que c'est 30%. Mais là, vous prenez en compte que ça va bien se passer, que pendant 6 mois, le token il va pas dumper ou quoi que ce soit, parce que vous avez des convictions. Mais si vous n'avez pas de conviction dans le protocole sur lequel vous farmez, considérez pas ses intérêts, ou considérez que la partie que vous pouvez récupérer tout de suite. Parce que généralement, sur ces systèmes de vesting, vous n'êtes pas obligé d'attendre les 6 mois. Je vous ai expliqué que ça se débloquait petit à petit, et en fait, on peut sortir à n'importe quel moment. Sur la plupart des protocoles. Il y a des exceptions. Sur la blockchain Chronos, il y a pas mal d'exceptions d'ailleurs. Hein. Il y a plein de trucs sur la blockchain Chronos qui sont bizarres. Tectonic, c'est le protocole de prêt et d'emprunt. Je sais que dessus, on est obligé d'attendre un certain délai. Et on peut même choisir le temps de vesting. Ça va de 3 mois, je crois, à 4 ans. Ah ouais, 4 ans, là on a le temps d'y croire. Merci Tell Me What pour le follow. Ça c'est important à avoir en tête quand on commence à chercher un petit peu des rendements par soi-même, parce que même quand on utilise DeFi Lama, hein, on va voir qu'on est payé dans tel crypto, qui a un rendement théorique de 30% pour l'instant sur une pool de liquidité, et c'est pas forcément si intéressant. Il faut essayer de comprendre comment marche le rendement. Et là, on va mettre un filtre assez intéressant, on va mettre que Uniswap. Parce que les pools d'Uniswap V3, elles sont assez particulières. Alors on va mettre que les pools de stablecoin, tant qu'à faire. Je vais revenir là-dessus. Oula, ça je suis pas très sûr que ce soit des stablecoins purs et durs. Hein. On va mettre mon petit filtre de TVL. Je pense que 100 000 $ ça suffit. Ça devrait être un petit peu mieux. Voilà. Je vous ai dit tout à l'heure que c'était bien de voir des rendements théoriques qui sont élevés pour l'instant, mais il faut regarder aussi la moyenne sur 30 jours quand on est sur DeFi Lama. Parce que en ce moment, là, il y a une pool USDT-USDC sur Avalanche qui donne 19% d'intérêt. Mais si vous voyez la moyenne sur 30 jours, c'est 11%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en ce moment, la pool, elle rapporte plus que d'habitude. Pourquoi elle rapporte plus que d'habitude? Uniswap V3, quand vous avez des liquidités dessus, vous êtes payé que par les gens qui vont faire des swaps sur le protocole. Donc si personne ne fait de swap, vous n'avez pas d'intérêt. Voilà. Et s'il y a beaucoup de monde qui fait des swaps, vous avez beaucoup d'intérêt. C'est important de voir cette petite moyenne sur 30 jours parce que quand elle est basse et que le rendement est élevé ici, c'est juste qu'il y a beaucoup de volume en ce moment sur une crypto et ça dure jamais trop longtemps. Alors pour les stablecoins, des fois ça peut durer un peu. On voit qu'il y a une moyenne ici à 18, ah vous ne voyez pas, attendez c'est plus bas.
il y a une moyenne à 18,30% ici. Bon, il n'y a pas forcément beaucoup de liquidité. Hein. Il y a 200 000 $, c'est pas dingue non plus. Hein. Quand on va aller sur des poules à plusieurs millions, hop, est-ce que j'ai des poules à plusieurs millions? Voilà, là il y a une poule à 6 millions tout en haut. Le rendement il est ultra faible. Hein. Donc c'est pas normal, on va dire, que les poules avec moins de liquidité fassent plus d'intérêt, mais c'est logique. Parce que forcément, s'il y a moins de liquidité, mais qu'il y a autant de volume, il y a autant d'échanges, bah, la part de frais qui vont être apportés à la poule, elle va être plus importante. Voilà, si vous apportez 100 $ sur une poule où il y a 1000 $ et sur une poule où il y a 1 million de dollars, il y en a une où ça va avoir de l'impact et il y en a une où ça va pas avoir d'impact. Là, je vais retirer tous les filtres. Je vais juste laisser Uniswap V3 et vous allez voir un petit peu cet exemple poussé à son paroxysme. Quand on a des cryptos qui sont hypés ou qui sont très échangés pour une raison X ou Y, on a des rendements qui sont abusés. Alors, théoriquement, ces rendements sont vrais. Si pendant un an entier, on avait tant de volume, etc., et que la TVL ne bouge pas, on pourrait générer des rendements aussi élevés. Maintenant, c'est pas le cas en réalité. Il y a quelques exceptions. Vous voyez que par exemple, là, il y a un rendement moyen de 30 000%. Comment ça se fait que le rendement moyen est de 30 000% sur 30 jours et aujourd'hui il est qu'à 8 000%? C'est que d'habitude il est encore plus élevé que ça? Non, vous voyez le graphique ici, il est en ligne droite et il baisse. Ça c'est tout simplement une pool qui vient d'être créée, qui a été créée il n'y a pas longtemps, ou alors qui est traquée par DeFi Lama depuis pas longtemps, et du coup il n'y a pas assez d'historique. Donc il vous fait quand même une moyenne sur 30 jours, mais en fait il la connaît depuis peut-être qu'une demi-journée la pool de liquidité. Donc quand vous voyez directement un graphique qui est très droit, le prenez pas en compte. Voilà, le prenez pas en compte, c'est que c'est très récent. Prenez pas non plus la moyenne en compte, elle sert à rien. Là, il faudra aller faire vos recherches autrement, sur une pool qui est très récente. Est-ce que le protocole est safe? Est-ce que les actifs qui sont déposés sont safe, entre guillemets? Est-ce que c'est sur quelle blockchain? Est-ce que j'ai des liquidités dessus? Voilà. Et ensuite, vous pouvez mettre vos filtres, encore une fois. Là, je peux voir que les pools sur Avalanche, sur Polygon, bref. Vous êtes grand. Mais dans la plupart des cas, voilà. Là, sur la pool Ladies, WEther, 4000% APY, mais en moyenne sur 30 jours, on est à 115%. C'est juste qu'à priori, d'un coup, il y a eu un peu de hype sur le token, il a été échangé, et ça a fait plein de frais. Mais c'était pas le cas les 29 derniers jours. Après, on a quand même des exceptions, hein. Vous voyez, il y a des pools où, bon, quand il n'y a pas de graphique, c'est que ça a été ajouté très récemment, donc c'est le même exemple que quand c'est tout droit. Mais là, on a cette pool, par exemple, avec le Bonk Ethereum, 3000% en moyenne, aujourd'hui on est qu'à 2000%, le graphique il a l'air plutôt droit, donc quand c'est comme ça, on clique, et on va regarder un petit peu plus en détail. Effectivement, là la pool sur le Bonk, elle existe depuis plusieurs jours, il y a un APY en rose ici qui est abusé depuis plusieurs jours. Ah, ça pour le coup, c'est que le Bonk il est très hypé, et il n'y a juste pas assez de liquidité. En fait, il y a tellement peu de liquidité que ça génère beaucoup de frais pour ceux qui en ont. Mais généralement, c'est pas une bonne chose d'aller déposer sur ces pools-là. Hein. Parce que s'il y a peu de liquidité, ça veut dire que vous allez être impacté quand vous allez en acheter. Et ensuite, s'il y a peu de liquidité, généralement, c'est qu'il peut dumper facilement. Mais bon, là, on n'a rien à voir avec du livret A. Parce que, évidemment, toutes les pools qui vous donnent des rendements de 1000%, il n'y a pas de stablecoin. On n'est pas sur des stablecoins, sur des stratégies très pépères. C'est des trucs complètement abusés, ça va tout le temps être des shitcoins, hein, très clairement, quand on va avoir des pools de liquidité avec des rendements comme ça. Donc de base, quand vous voyez un rendement qui est très élevé, il faut avoir tendance à le fuir. Des fois, il y a des stratégies sur lesquelles on ne va pas pouvoir estimer le rendement qu'on peut avoir dessus, mais quand on va les faire, peut-être qu'on va se retrouver avec des rendements élevés. Pour l'instant, c'est un peu flou ce que je vous dis, mais je vais vous donner un exemple. Je vais aller sur mon écran vite fait. Là, je suis sur TraderJoe. Sur TraderJoe, on a des pools de liquidité, etc. Moi, il y a une strat qui m'a l'air intéressante en ce moment. C'est que le AVAX, c'est pas mal apprécié ces derniers jours. Ça marche aussi pour le Solana éventuellement, mais il n'y a pas le Sol sur le protocole, il y a du AVAX. Donc ça va marcher avec le AVAX, mon exemple. Et peut-être qu'on peut se dire, ok, le AVAX il s'est apprécié, peut-être que là, maintenant, il va un peu moins s'apprécier sur les prochains jours. Donc, je vais aller m'exposer à une pool où il y a du AVAX et où il y a une autre crypto. Alors, soit de l'USDC, si on pense que l'USDC va mieux s'apprécier que le AVAX, en d'autres termes, que le AVAX va baisser, soit une pool avec du AVAX et du Bitcoin, si on pense que le AVAX va moins s'apprécier que le Bitcoin. Typiquement, ça c'est une pool sur laquelle j'irai m'exposer si je pense que le marché va baisser, parce que
généralement, Bitcoin a tendance à moins baisser que les altcoins. Et ça marche, c'est le même raisonnement pour Ethereum AVAX. Ethereum, c'est le plus gros altcoin, entre guillemets, donc il a tendance à moins baisser que les autres. Je dis bien évidemment tendance. Même dans des phases de bear market, même dans des phases de correction, il y a toujours des cryptos qui font des x2, des plus 50%, c'est comme ça. Il y a tellement de cryptos qui existent, il y en a tout le temps qui sont à contre-courant de la tendance. Mais ça, c'est une stratégie qu'on peut faire. On peut faire l'inverse aussi, bien évidemment. Déposer des USDC, parce qu'on pense que le AVAX va mieux s'apprécier que l'USDC. Ça s'apparente un petit peu à du trading, on va dire. Hop, donc je vais aller sur la pool AVAX USDC. Imaginons que je pense que le AVAX va plus s'apprécier que l'USDC. Je vais en déposer dans la pool de liquidité. Et du coup, si je me trompe pas, que l'AVAX y baisse en termes de prix, eh ben, je vais me retrouver avec plus de AVAX. Sauf que ça va être en fonction de la volatilité. Si le AVAX il a baissé de 10%, et s'il a baissé de 50%, je vais pas me retrouver avec la même chose au final. Donc il y a des stratégies aussi comme ça qui sont plus particulières, où on va être exposé à de la volatilité, et on peut pas estimer le rendement que ça peut avoir. Pourtant, si mon scénario se passe bien, je peux avoir un rendement qui est beaucoup plus intéressant que d'aller déposer des stablecoins ailleurs, ou d'aller déposer des AVAX ailleurs. Voilà. Les AVAX, si je vais faire du liquid staking, j'ai 5-6% d'intérêt, mais peut-être que si là, je sais pertinemment qu'il va baisser sur cette fin d'année, ça peut être plus intéressant du coup d'aller les mettre sur une pool de liquidité. Alors, vous allez me dire, oui, mais autant les vendre et les racheter plus tard, hein, c'est encore plus intéressant. Parce qu'avec la pool de liquidité, c'est comme si je faisais un short avec un effet de levier x 0,5. Pour vous donner un ordre d'idée. Donc, c'est moins pertinent, on va dire. Mais quand je suis pas sûr à 100% de moi, la pool de liquidité, ça me permet de perdre moins si je me trompe. Donc, c'est plutôt intéressant. Et en plus, par-dessus ça, en ce moment, on a des intérêts bonus en AVAX. Ah non, c'est en Joe sur cette pool de liquidité. C'est sur la pool AVAX BTC qu'on est payé en AVAX. Ah merde, c'est en Joe aussi. Ça a changé depuis hier. Hier, il y avait des intérêts en AVAX sur la pool de liquidité. Ah bah autant pour moi, du coup, c'est en Joe. Donc ça va pas venir combler les potentielles pertes si vous avez des pertes, hein, les 10% d'intérêt, mais c'est un bonus. C'est pas négligeable dans certains cas. D'ailleurs, est-ce que les frais de transaction se sont calmés du côté d'Avalanche? Parce que avec les inscriptions, c'était complètement n'importe quoi. Non, non, c'est pire que tout à l'heure. C'est bien pire que tout à l'heure. Cet outil, il est très intéressant, je vais vous le mettre dans la description. Tac. C'est CoinTool, et vous pouvez retrouver les frais de transaction sur plein de blockchains différentes. Ça aussi, c'est utile quand vous allez farmer hein, sur la DeFi. Ça vous permet de voir un petit peu si le marché il est utilisable ou pas. Le prix de l'essence, le prix des frais de transaction de base sur Avalanche, c'est 25 GWay. Il est monté à plus de 1600 GWay hier. Là, on est aux alentours de 1200 GWay tout de suite. C'est pas le moment idéal pour faire des transactions. Vous allez payer littéralement vos transactions 50 fois plus cher que d'habitude. Comment vous dire? Payer 10 balles de dollars de AVAX pour faire une transaction alors que d'habitude c'est 20 centimes. C'est peut-être pas intéressant. Après, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez aller minter des inscriptions si vous voulez, ça va aller to the moon, blablabla. Je me calmerai quand même avec ça, si j'étais vous. Comme je l'ai dit sur Discord, j'ai pris un peu de recul. Je suis passé à côté des inscriptions. Il s'est passé pas mal de choses, mais je vois difficilement ça rester sur du long terme. Ça m'a l'air d'être 99% de la spéculation et 1% des avancées technologiques. Ok, c'est super, on peut entre guillemets faire des choses qu'on n'est pas censé pouvoir faire sur Bitcoin, et on a réussi à appliquer ça sur d'autres blockchains, mais à part ça, ça apporte quoi? J'ai du mal à voir ce que ça apporte vraiment les inscriptions, à part l'aspect spéculatif, mais oui, du côté de l'aspect spéculatif, je suis complètement passé à côté, j'en ai pas parlé sur la chaîne YouTube, et c'était peut-être une erreur du côté spéculatif, mais du côté fondamental, n'hésitez pas hein, si vous avez des infos, hein, mais j'ai du mal à voir ce que ça peut apporter. Alors oui, ça peut apporter plus de transactions, donc il y a plein de frais, donc on va burner plein de AVAX, on va burner plein d'Ether, etc., plein de Bitcoin, c'est trop bien. Ah non, on burn pas du Bitcoin, mais les mineurs, ils vont gagner plein de BTC. Le souci, c'est que, de une, il y a un effet de hype. Là, si je regarde mon historique de prix de frais de transaction sur AVAX, on peut voir qu'il y a littéralement quelques jours, les frais étaient très faibles. Et ce matin, par exemple, ils étaient redevenus très faibles. D'ailleurs, ça s'est fait d'un coup. Hein. À 4h du mat, 1300 GWay. À 5h, 34 GWay.
Donc là, c'est l'exemple parfait en fait. Vous voyez que d'une heure à une autre, il peut y avoir beaucoup de hype, on peut burner beaucoup d'avax, etc. Et ensuite, plus rien. Donc j'ai l'impression que ça va être très temporaire. Enfin, très temporaire. C'est relatif. Est-ce que ça va durer 1 mois, 2 mois, 1 an, 2 ans, 10 ans, 2 semaines? J'en sais rien. J'ai quand même la sensation que ça va pas durer éternellement. Donc à court terme, c'est intéressant, mais prendre cet exemple pour dire que les mineurs, ils vont gagner plein de BTC ou qu'on va brûler plein d'Ether, etc. Je suis pas convaincu à 100%. Honnêtement, je suis pas sûr que ça dure une éternité, ce délire. Mais bon, pour l'instant, ça fait effet. D'ailleurs, est-ce que du côté de Polygon, il y a des inscriptions en ce moment? Parce que pareil, hein, non, ça va du côté de Polygon, c'est calme. Mais voilà, regardez. De base, c'est 30 le minimum sur Polygon. Et en ce moment, quand on est en dessous de 100, on est heureux. On était monté à 4258 d'un coup. Et Polygon, c'est un bon exemple de ce que je veux expliquer par rapport à la hype. Parce que c'est vraiment très bref de ce côté-là. Vous voyez que là, on est passé de 430 à 4000. Et ensuite, 82 d'un coup. Alors que normalement, ça se fait plus en longueur. Ça a tendance à durer un petit peu plus. Là, c'était très éphémère. Pareil aussi, sur cette journée-là, on était passé de 65 à 1940. On est redescendu à 67. Même si vous savez pas ce que c'est un Gwei, un Gwei ou quoi que ce soit, vous voyez la différence entre les chiffres et vous doutez qu'il y a un moment, vous pouvez passer vos transactions et il y a un autre moment, vous n'avez pas envie de le faire. Vous pouvez toujours le faire techniquement, mais vous n'avez pas envie de payer 30 fois le prix normal. C'est absurde. Et je crois que du côté d'Ether, il y a des inscriptions, mais les frais sont déjà très chers de base. Donc ça m'étonnerait que les gens s'amusent à aller faire des inscriptions de ce côté-là. C'était le mint Avav et là c'est les échanges d'Avav. Mais bon, une fois que tout le monde aura échangé ses Avav, est-ce que dans 2 mois tout le monde continuera d'en échanger, d'essayer d'en avoir, ou alors est-ce que ce sera un autre, ou alors ce sera sur une autre blockchain? Mais je regarde un peu ça de loin, mais j'ai l'impression que c'est entièrement de la spéculation. Je vois pas trop ce que ça peut apporter, mais peut-être que j'ai des œillères ou je sais pas quoi, j'arrive pas à voir ce que ça peut apporter, mais je sais pas, j'ai jamais été convaincu par ça depuis que c'est lancé. Mais je me suis trompé. Je pensais que les ordinals, la première fois qu'on en a entendu parler, c'était le haut de la hype et plus jamais on allait plus jamais on en retendrait. Alors, j'arrive pas à faire ma phrase. Plus jamais on allait en entendre parler. Je suis pas convaincu de ma phrase, mais vous avez compris l'idée. Et finalement, complètement planté. Les ordinals, ils continuent de. Il y a certaines collections de NFT entre guillemets qui continuent de faire des ATH sur Bitcoin. Et les inscriptions sont déployées sur plein de blockchains et ça fait péter toutes les blockchains. Je pense que ça va durer quelques temps, mais si ça parle de listing, ça peut encore plus péter. Les exchanges cherchent des fees. Oui, ça c'est le game des exchanges. Binance, ils vont pas lister le ordi de ordinals ou des cryptos comme ça parce qu'ils croient à fond au game des inscriptions. C'est juste parce qu'il y a plein de gens qui s'y intéressent, ça va faire plein de frais sur la plateforme et ils vont se faire plein de sous-sous. D'ailleurs, les exchanges, c'est pas vos amis, hein. Au cas où. Mais en tout cas, j'ai l'impression, j'étais arrivé sérieusement sur le marché fin 2020. Hop, je vais me mettre un petit peu sur cette scène pour en parler. J'étais arrivé sur le marché crypto fin 2020, j'étais déjà là avant, mais je suis rentré sérieusement fin 2020, et du coup j'ai connu tous les sorts de la DeFi sur la BSC, sur Polygon, etc. J'ai vu tout ce qui s'est passé, et c'est un petit peu la même chose avec les inscriptions. C'est-à-dire que tous les gens qui sont arrivés sur le marché au même moment que moi, ils se sont intéressés à la DeFi, il y avait plein de choses qui étaient intéressantes, c'était le truc du moment, et j'ai l'impression que je suis un petit peu un vieux con déjà du marché crypto, et là les ordinals et l'inscription c'est le truc du moment, et je snob ça totalement. Alors que tous les gens qui arrivent sur le marché crypto, ils ont tous déjà minté des inscriptions, ils ont tous déjà été sur des marketplaces pour acheter des machins trucs, et moi je m'en bats les steaks quoi. Et j'ai vraiment la même sensation, sauf que là je suis de l'autre côté un petit peu. Avant j'étais dans le cœur de la hype en 2021, et là je suis carrément à côté de la hype. Et je vois un petit peu les deux faces de la pièce comme on dit. Et aussi maintenant, début 2021 j'étais un peu un random, et maintenant j'ai un petit peu de communauté, quand je fais des tweets c'est un peu vu. Et dès que je dis un truc, on me reprend, le bull run c'est horrible, on me reprend du style oui mais gna gna gna, tu dis juste ça parce que t'as le seum, on fait des fois 100, t'es trop enrageux, etc. Et les gens qui sont dans l'euphorie, ils prennent
tellement pas de recul, c'est ouf. En tout cas, c'est très facile d'identifier les gens qui ont fait qui sont à leur premier cycle, parce que t'es pas humble hein, quand tu commences à faire des fois 100 et que tu vas cracher sur la gueule des gens qui te disent de te calmer, de faire attention, parce que ça monte pas éternellement. De base, j'étais censé parler de comment trouver les meilleurs rendements, j'ai l'impression que j'ai parlé de tout sauf de ça. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses éventuellement avec ce live. N'hésitez pas à me retrouver sur YouTube si ça vous intéresse. Et là, je vais vous laisser. Ça fait un bon moment que j'ai fait le live et je commence à être fatigué. Donc, bonne soirée à tous, bonne journée et à la prochaine. Salut tout le monde.